C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors ce sera l'image qui restera de ce 1er mai émaillé de violences, manifestants blessés, mais aussi ce policier en flammes brûlé par un cocktail Molotov. Les Black Blocs étaient à l'œuvre. Et si la bataille reste sur le terrain social, le gouvernement et Jean-Luc Mélenchon guerroient et se lancent des invectives sur la responsabilité des violences. En attendant, une partie des Français est toujours sur le chemin du président. Lorsqu'il se déplace, certains y verraient un chemin de croix. Mais le chef de l'État paraît imperturbable, comme aujourd'hui où il est venu annoncer sa réforme du lycée professionnel en Charente-Maritime. On en parle avec nos invités sur ce plateau. Henri Vernet, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint au journal Le Parisien, merci d'être là. Bonsoir à vous Agnès Rousseau. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Politis avec cette une et cet entretien avec le philosophe Michael Fessel. Et puis Véronique Reissoult en fin d'émission pour la politique sur les réseaux. Vous verrez, c'est un peu croustillant. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Saintes, dans les Charentes-Maritimes, pour annoncer sa réforme du lycée professionnel. Une réforme plutôt bien accueillie, Jean-Marie, préparée de longue date, discutée en amont. Enfin, elle a l'air plutôt cette réforme d'être plutôt bien accueillie. Finalement, est-ce que c'était pas la bonne méthode qu'il fallait employer, tout le contraire de la réforme des retraites, plutôt mal ficelée, pas préparée et faite à la va-vite en fait? C'est pas de même ampleur, c'est pas de même nature non plus. J'entends, ouais. Donc, mais bon, il y a une méthode, il nous avait vanté sa méthode. Là, on est dans un schéma où le président de la République essaye, vous vous souvenez, il était sorti de la crise des Gilets jaunes, entre autres, par le fameux grand débat national. Là, on a l'impression qu'il essaye la formule des petits débats. Donc, il multiplie les petits débats. Alors, je ne dis pas que c'est une petite réforme, les lycées professionnels, parce que ça touche beaucoup de monde. Ouais. On ne se préoccupe en général que du bac général, donc de catégories de la population qui sont différentes. Le bac professionnel, c'est important. Donc, mais néanmoins, la méthode, en effet, c'est de rencontrer des petits groupes et d'essayer de plaider petit à petit, de se réinscrire au fond dans le paysage. Alors, on peut dire, oui, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il manque, dans ce schéma, il manque une grande annonce, par exemple, une grande annonce sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation. C'est possible aussi que les Français le ressentent comme ça, mais c'est la méthode qu'il a choisie. Moi, je pense en même temps que il y a à la portée de tout le monde, que ce soit les syndicats ou d'Emmanuel Macron, une possibilité de sortie par le haut. Et une sortie par le haut, ce serait au fond d'entrer dans une vraie négociation sur tous les sujets qui ont été listés, qui sont nombreux, et en sortir avec une sorte de Grenelle New Look, une sorte de Grenelle qui remettrait à plat ou relancerait. Les Grenelles, on a vu. Mais qui relancerait vraiment un certain nombre de sujets qui touchent à la vie de l'entreprise, qui touchent au travail, qui touchent surtout que le travail aujourd'hui est un sujet énorme. Donc, mais encore faut-il que les uns et les autres soient décidés à jouer cette carte-là. Vous disiez, Jean-Marie, il fait les réformes, mais est-ce que, les réformes pas petites, puisque effectivement c'est un sujet important, mais il va là où il peut agir en quelque sorte. Ne serait-ce que là où il peut agir par décret, et non pas forcément par des grandes réformes qui se passent par des lois et donc par un vote majoritaire qu'il n'a pas. On l'a vu et on le verra encore sans doute. Néanmoins, une réforme bien accueillie, oui et non. C'est-à-dire qu'elle est bien accueillie dans le sens où elle ne met pas des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Donc ça, oui, ne serait-ce d'ailleurs que parce que... J'entendais les syndicats, ils avaient l'air... pas tous. Moi, j'entends aussi des syndicats s'émouvoir, s'étonner. De toute façon, je veux dire, en France, quand vous verrez une réforme qui soit bien accueillie par tous de manière unanime, on se réveillera dans un autre pays. Voilà, par définition, ça n'existe pas. Non, il y a 2 ou 3 thèmes qui font quand même un petit peu débat, qui posent question et sur lesquels des enseignants, alors peut-être pas au niveau de syndicats, mais tout simplement de remarques plus ou moins individuelles, plus ou moins de porteurs d'opinion. C'est cette histoire de rémunération, par exemple. C'est l'histoire aussi du temps passé dans l'entreprise, dans les établissements professionnels
professionnels, alors que, c'est vrai, il ne faut pas non plus oublier la part quand même extrêmement importante de l'enseignement général, des enseignements fondamentaux, auxquels ont bien évidemment droit, sont légitimement demandeurs les élèves, les lycéens de ces filières, comme les autres. Donc tout cela peut-être méritera un peu d'ajustement, mais c'est vrai que c'est une réforme dont on a besoin. Vous dites bien préparée, oui, c'est exact, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'elle est un peu dans la foulée. C'est les fondamentaux du macronisme. Mais complètement, oui, et puis c'est l'apprentissage aussi qui est passé par là. Et là, voilà une réforme qui avait été assez largement saluée, celle de l'apprentissage. Donc on est un petit peu dans la continuité. Donc oui, alors simplement, vous le disiez, ce sont les domaines où le gouvernement peut agir en passant par des décrets, donc sans besoin de faire voter. Et puis surtout, il faut vraiment que ça réponde, parce que c'est ça l'enjeu des 100 jours, c'est ça la mission qui a été fixée à Elisabeth Borne, c'est de s'occuper des préoccupations des Français, de ceux qui touchent réellement leur vie. C'est d'ailleurs assez extraordinaire qu'il faille attendre une crise majeure pour arriver à s'intéresser à ce qui fait avancer. Et justement, Agnès, est-ce que beaucoup de gens sont contre cette réforme, bien évidemment. On voit la mobilisation, même si elle est en baisse, on va en parler dans un instant. Mais tout de même, elle force le président de la République, au moins, à agir sur des sujets concrets. Et c'est la quintessence même de la politique. C'est aussi d'aller là, au plus près des Français. On l'avait dit la semaine dernière. Michel Rocard parlait, pendant son discours de politique générale en 88, de repeindre les cages d'escalier. Tout le monde s'était foutu de lui. Mais en fait, la politique, c'est aussi ça. C'est d'aller au plus près. C'est d'aller au plus près. Et en même temps, on voit bien que la mobilisation, alors on peut en discuter, mais elle ne faiblit pas complètement. Donc aller sur d'autres terrains, c'est une manière pour lui de montrer qu'il agit et de peut-être éviter des casserolades sur des sujets comme cela. Mais cette réforme de l'enseignement professionnel est quand même critiquée par les syndicats sur la question effectivement de la minoration de l'enseignement général, sur la question des salaires, sur ce qui est demandé aux enseignants et qui aujourd'hui, on sait que les lycées professionnels, ils sont pas peu demandés. Il y a quand même un problème de recrutement aussi dans ces lycées. Il y a aussi la critique de dire finalement mettre plus de stages pour des jeunes qui sont en seconde, en première, en terminale. C'est aussi de la main-d'œuvre bon marché pour des entreprises qui en sont en manque. Est-ce que vraiment ça va servir ces jeunes-là? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de 4 semaines de plus en entreprise? Est-ce que c'est vraiment ça dont ils ont besoin aujourd'hui? Au moins ils seront payés. Mais ils seront payés 100 € la semaine. On n'est pas sur des montants complètement dignes de ce nom, quoi. Mais alors, vous parliez de la mobilisation. Alors, vous disiez, elle n'est pas en baisse. Alors, il y a un sondage, en tout cas, le sondage est là. Apparemment, ça décroche un peu. Les Français ne sont que 58%, sont 58%, la majorité quand même, à l'approuver, cette mobilisation. Est-ce qu'on sent, dans le fond, une forme de lassitude, de résignation de la part des Français? Ça fait quand même 4 mois que ça dure. Lassitude, résignation ou tout simplement respect de la règle du jeu, parce qu'à partir du moment où une loi est votée, elle doit s'appliquer. On peut aussi prendre les choses de cette façon et de se dire mais pourquoi est-ce que, contrairement à tous les engagements que certains avaient pris, la protestation continue. On voit bien pourquoi elle continue, d'ailleurs elle continue parce qu'il y a cette échéance du 8 juin et cette proposition de loi du groupe Lyotte qui promet d'abroger la loi. Donc on verra bien, c'est une nouvelle étape au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans une situation où on peine en effet à redéfinir le rôle du Parlement dans une situation de majorité relative. Donc personne n'a l'expérience et on voit bien que tout le monde hésite, ne sait pas trop comment s'y prendre, ainsi de suite. Et donc là, c'est une façon en effet d'entretenir la flamme, puisqu'on va attendre d'abord l'avant-veille pour avoir à nouveau une journée de manifestation et de protestation, et ensuite, 48 heures plus tard, un vote à l'Assemblée nationale dont personne ne peut dire aujourd'hui de quoi il sera fait. Peut-être qu'il y aura une majorité à l'Assemblée pour voter l'abrogation de la loi, ce qui après entraînerait d'autres débats. Il faudrait encore la navette au Sénat, et ainsi de suite. Mais néanmoins, c'est une façon aussi d'entretenir la flamme et d'entretenir ce qui est un acquis pour les syndicats de la période, comme dirait l'autre, c'est le front uni des syndicats. Quand même, l'unité syndicale est là. Et c'est le paradoxe de la situation d'aujourd'hui est là. Les syndicats sont sortis vaincus, puisque la loi a été votée, mais renforcés. Oui. Et le président de la République est sorti vainqueur, mais affaibli. Et donc, chacun a affaire avec ce paradoxe-là. Emmanuel Macron essaye de compenser cet affaiblissement. Ce sera long et difficile. Les syndicats vont devoir tout faire pour essayer de garder la force qu'ils viennent d'enregistrer. La force et la flamme qu'ils ont à entretenir. On va écouter Laurent Berger. Il s'exprimait ce matin. Mais par contre, on voudrait savoir si c'est pour négocier, pour discuter ou pour blablater. Et donc, on aura une exigence de méthode. C'est pourquoi... Vous avez dit
tout coûtera plus cher. Ça, c'est sur le fond. Mais sur la méthode, c'est est-ce que la démarche dans laquelle veut s'engager le gouvernement, est-ce que c'est on vous présente un texte et vous l'amendez à la marge et puis de toute façon c'est ce texte-là que les journalistes ont déjà et qui va s'appliquer, ou est-ce que vous voulez vraiment discuter et écouter les propositions des organisations syndicales? Agnès, est-ce que cette exigence de méthode, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire remettre la CFDT dans le jeu de la codécision en quelque sorte, ou de la coparticipation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est déjà instaurer un dialogue avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, qui n'y a pas eu jusqu'à présent, qui était quand même une des conditions. Il y a eu, mais ils n'étaient pas d'accord. Mais il y a eu, on ne peut pas dire qu'il y a concertation, c'était pas ce qu'on appelle concertation. Mais parler de victoire, par exemple, d'Emmanuel Macron, on peut dire que là, pour moi, il est face à un échec. Sa réforme passe, mais évidemment, il est dans une situation complètement bloquée. Aujourd'hui, il n'a plus de majorité politique. Donc tout ce qu'il va pouvoir proposer lors de négociations, de discussions avec les syndicats, il peut même pas s'engager à ce que ce soit voté ou mis en place derrière, puisque il n'a plus le pouvoir au niveau parlementaire. Donc il y a quand même une difficulté par rapport à ça pour pouvoir discuter avec les syndicats. Pour moi, il n'y a pas de victoire aujourd'hui. Il y a un embourbement d'Emmanuel Macron. Les arrêtés préfectoraux contre les casseroles, on peut dire que c'est quand même assez pathétique. Là, il est en train de l'agence de notation qui baisse la note de la France, c'est aussi hyper sur ce tableau-là. Et puis, il se retrouve aussi cette semaine à dire « je veux dialoguer avec les syndicats », mais il fait passer les décrets cette semaine en urgence, ce qui fait que finalement, la discussion, elle est un petit peu biaisée. On se dit, on vient de discuter une fois que les décrets sont passés. Donc, c'est un petit peu quand même se moquer des gens. Donc, il essaye d'apaiser, évidemment, c'est son rôle, parce qu'il va falloir qu'il passe à la séquence suivante. Mais on est quand même dans une situation extrêmement bloquée d'un point de vue politique et d'un point de vue dans la discussion avec les syndicats, il me semble. Henri, pourquoi elle prend son temps, Elisabeth Borne, avant de recevoir les syndicats? Elle n'a toujours pas envoyé ses invitations, elle attend le dégel? Elle attend pour les raisons que Laurent Berger a évoquées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du grain à moudre, comme disait Bergeron, il y a des décennies au nom de FO, c'est-à-dire tout simplement qu'on sache de quoi parler. C'est ce qu'il demande, Berger, qui fait d'ailleurs un petit peu figure aujourd'hui de figure de proue, de porte-parole de cette intersyndicale. Donc vous avez souligné que c'est frappant à quel point elle reste unie, elle reste solide, elle reste puissante, alors qu'on voit bien qu'en effet, il n'y a pas le même mode de pensée, la même stratégie dans chacune des têtes qui dirigent les différentes centrales. Mais simplement, Laurent Berger, il peut se le permettre, parce que dans 3 mois, il ne sera plus là. Donc c'est lui qui peut éventuellement trouver le premier la porte de Matignon. Donc qu'est-ce qu'il attend de Madame Borne? C'est que d'abord il y a une assurance qu'en effet ce ne soit pas mouliné à vide, c'est-à-dire que ceux qui se discutent, blablaté, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que ce qui se discutera dans le huis clos de Matignon ne débouche ensuite sur rien du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple il faudrait que Elisabeth Borne sache si le MEDEF, les syndicats d'employeurs, seront là ou pas, seront prêts à partager des avancées, des acquis avec les syndicats de salariés. Elle attend de savoir aussi, j'imagine, de quelle marge de manœuvre elle disposera par rapport au président de la République, justement, pour s'avancer sur sur ce fameux grain à moudre, c'est-à-dire sur des éléments tangibles qu'elle pourrait donner à partager entre les syndicats et de salariés et les employeurs. Tout cela, en effet, c'est pas encore très très clair, mais il faut qu'il y ait ça, parce qu'il le dit de manière très explicite, Berger, donc le leader encore de la CFDT dans l'extrait que vous avez montré, il le dit bien que maintenant les enchères, elles sont montées très haut. Parce que si ils sont les vainqueurs politiques, ça c'est indéniable, ils sont quand même les vainqueurs symboliques de cette, cette longue séquence des retraites. Moi, je suis pas d'accord. Je considère pas pas tout à fait sur le fait que le président a complètement perdu. Pas totalement, parce qu'en effet, il a fait passer sa loi. La loi, elle est là. Alors, à quel prix? Oui, ça, bien sûr. Ça, d'accord. Mais en tout cas, les grands vainqueurs sont indéniablement, les grands vainqueurs. En tout cas, les vainqueurs politiques, ce sont les syndicats. Il le dit lui-même, Berger. Il dit, on a un peu gagné. Et oui, ça coûte cher. Ça veut dire quoi, ça coûte cher? Ça veut dire qu'il faudra que des négociations sortent des acquis sur les carrières longues, sur les emplois des seniors. Pourquoi pas? Attention, parce que ce qu'ils ont dans leur viseur, c'est aussi revenir sur certaines dispositions de la réforme de l'assurance chômage. Donc, cette victoire morale, ils vont la monnayer très cher pour revenir s'asseoir à la table. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans le baluchon. C'est ce qu'il y a. Mais quand il parle d'exigence de méthode, ça veut dire aussi... Oui, là, c'est moins la méthode qui est en question. C'est pour ça que je parlais de Grenelle New Look, parce qu'en effet, tout ce qu'il y a qui a été évoqué, c'est immense. Il y a des chantiers partout. Il y a
le CHSCT, il y a le RSA, il y a l'assurance chômage, et toute la réflexion autour du travail. Donc c'est énorme. Si vraiment une discussion s'engage et si vraiment elle aboutit ou enfin elle avance, on aura quelque chose d'assez profond et d'assez... Mais ils veulent être plus co-décisionnaires. Il veut être dans la co-construction. Oui, absolument, la co-construction. C'est un un scénario à l'allemande, c'est-à-dire où on fait des syndicats. Mais ça, c'est le problème posé depuis le départ, puisque dans son fameux petit livre... plus de représentants dans son fameux petit livre Révolution. Pardon, oui. Dans son fameux petit livre Révolution, Emmanuel Macron écarte les corps intermédiaires. Et il théorise cela en disant que, au fond, les syndicats, comme les partis politiques, disait-il, écrivait-il, sont des freins au progrès. Et donc il l'a démontré, il a été rattrapé par cela. Et donc l'effort et l'obsession d'un Laurent Berger, c'était justement de revenir à cette composante française qui est qu'il y a une phase de discussion, de concertation et de co-construction. Est-ce que ça ira jusque-là ? Pas de codécision. Je ne sais pas. On peut parler de codécision. Déjà, non, la décision, après, elle appartient au Parlement. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'il y avait un grand absent dans toute cette séquence, comme on dit. C'était le patronat. Patronat qui a été totalement... On les a pas entendus. Mais là, ils sont en train de se réveiller parce qu'ils se disent, si une vraie négociation s'engage entre le gouvernement et les syndicats, on va être les premiers concernés, donc on aurait intérêt à se mêler, de discuter très vite maintenant avec les syndicats. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On va parler de la manifestation du 1er mai qui a été extrêmement violente. Gérald Darmanin n'a cessé depuis dès le lendemain de pointer un responsable, Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, qu'il accuse d'exciter une partie de la population et surtout d'avoir déclaré ceci. On écoute. Ne vous laissez pas domestiquer, quoi qu'il vous en coûte. Si vous êtes des insoumis, des insoumises, soyez-le jusqu'au bout. Le dernier rang des combattants, c'est le vôtre. Les derniers à céder, c'est vous. À bas la mauvaise République. Voilà, à bas la mauvaise République, ce qui a fait sursauter Elisabeth Borne, dont on écoute la réaction. C'était hier à l'Assemblée, au Sénat plutôt. Monsieur le Président, vous évoquez également les nouvelles outrances du leader de la France insoumise. Elles s'inscrivent dans une remise en cause permanente de nos institutions. Elles sont une nouvelle étape pour saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie. À bas la mauvaise République, dit-il. Chacun le sait bien, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne République, c'est lui. Pour notre part, nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'ordre républicain. Je vous remercie. Agnès, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise République ? Je pense qu'il faut qu'on évite la caricature sur ces questions. Évidemment, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et il s'est expliqué depuis, c'est qu'il souhaite un passage à la 6e République. Ouais. Il n'est pas anti-républicain, évidemment, et c'est vrai que ça a été un peu quand même relayé par les médias et les politiques de manière assez instrumentalisée autour de cette question. Évidemment, ce qu'il pointe, c'est les limites de la structuration actuelle, l'imposition par Emmanuel Macron d'une réforme des retraites dont 7 Français sur 10, auxquels 7 Français sur 10 sont opposés. Et une frustration généralisée que ça crée, ce genre de dispositif et de fonctionnement démocratique. On l'a vu aussi avec la décision du Conseil constitutionnel qui va aussi accentuer la frustration. Elle crée un appel d'air, on se dit peut-être il va y passer quelque chose. Et finalement, on voit que c'est même plus un parcours du combattant de faire ce référendum d'initiative partagée, c'est mission impossible. Donc quelque part, ça crée une espèce d'attente vis-à-vis pour les citoyens qui après se transforme en frustration nécessaire. Donc toutes ces limites-là d'un fonctionnement démocratique qui a été quand même particulièrement laborieux avec la procédure accélérée, avec tout ce qu'on a connu ces derniers mois, ça montre quand même une démocratie à bout de souffle sur lequel il y a besoin sans doute de se reposer des questions, de reposer les bases, de réfléchir. Le présidentialisme, évidemment, qui pour moi atteint ses limites dans cette séquence et qui a besoin d'être re-questionné ici. Donc dire il y a une République qui aujourd'hui ne fonctionne plus, il faut inventer de nouvelles règles, et en plus... il pense ça, mais il ne l'a pas dit comme ça. Il ne l'a pas dit comme ça, mais bon, on connaît Mélenchon, on connaît son programme.
on va pas non plus inventer quelque chose. Il est pour la 6e République, il a toujours défendu cette 6e République, et refonder le pacte social, redéfinir ensemble quelles sont les règles du jeu politique et comment, en France, on veut travailler sur ces questions-là, on veut définir les lois, etc. Moi, ça me semble plutôt une démarche plutôt intéressante, surtout dans la séquence où aujourd'hui, on a des gens qui sont frustrés de la manière dont ça se passe, qui sont éloignés, qui sont désabusés, et avec un Rassemblement national qui, derrière, profite de cette frustration. Henri, est-ce que notre système de la 5e République vous paraît un bon système ou il y a besoin d'être un peu dépoussiéré? Vous avez 3 heures, parce que c'est quand même un vaste débat et qui... Non, vous avez... voilà, et je ne suis pas un spécialiste de la Constitution. C'est certain que, d'abord, c'est un système qui certes, on l'a assez dit, le 49.3, par exemple, c'est évidemment totalement légal, c'est constitutionnel. Oui. Pour autant, est-ce que c'est totalement démocratique? Non, c'est vrai qu'on peut nuancer les choses. De toute façon, la 5e République n'est pas une république parlementaire, c'est pas du parlementarisme. C'est ce qu'on appelle le fameux parlementarisme rationalisé. Et c'est vrai que, par exemple, on a, le Parlement, il y a par exemple assez peu de pouvoir et d'ailleurs de demandes, d'ailleurs de contrôle du gouvernement. Là, sauf que cette semaine, elle est consacrée au contrôle du gouvernement. Qui en parle? Et qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pas grand-chose. Alors que pourtant, quand vous prenez les parlements des démocraties qui sont plus matures que la nôtre sur ces plans-là, même si elles aussi ont des explosions, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Allemagne, je pense aux États-Unis, je veux dire que le contrôle parlementaire dans ces démocraties-là veut vraiment dire quelque chose. Davantage, je pense, que chez nous. Donc peut-être que oui, il y a aussi des pratiques qui sont à rénover. Par exemple, dans la séquence, puisque c'est la terminologie d'usage qu'on vient de voir, c'est vrai que ce qui a pu poser question, est-ce qu'il pourrait être réformé, sans doute, et ça je le dis parce que j'en ai discuté avec des intéressés, des constitutionnalistes, ou quelqu'un comme Jean-Louis Debré qui a présidé à la fois l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, c'est la combinaison de 2 articles qui restreignent énormément le Parlement, c'est-à-dire oui le 49.3, mais aussi le 47.1, c'est-à-dire qui resserrait les débats. C'est vrai que si vous mettez les 2 à la fois, vous réduisez vraiment le travail des députés à la portion concours. Ouais. Donc oui, des choses comme ça peuvent être améliorées, changées, mais faisons déjà bien fonctionner ces institutions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis après, on parlera de changer éventuellement. Je suis d'accord avec la lecture que vous faites. C'est vrai que Mélenchon, il a en effet ce désir de changer un peu, mais enfin, on a changé tellement souvent de République. Regardez, les Britanniques que je citais, ils ont le Bill of Rights qui fait une page recto verso et qu'ils ont depuis 800 ans. Les Américains ont la même constitution depuis 250 ans. Et pareil, elle est beaucoup moins étendue que la nôtre. Donc faisons déjà bien fonctionner ce qu'on a. Et c'est vrai que... Il y a quand même un problème de présidentialisme qui est une monarchie, qui fait qu'on peut imposer des réformes comme celle des retraites alors qu'on a une opposition quand même majoritaire dans le pays. Pour l'instant, il est là. Jean-Marie, vous avez un œil noir. Là. Non, mais je suis assez d'accord. Moins on y touche à la Constitution, mieux c'est. Oui. Parce qu'en effet, c'est un système solide, souple, que De Gaulle, quand il en parlait, il tirait sur ses bretelles et il disait, voilà, l'avantage de la Constitution, c'est qu'elle est souple. Ben oui, elle est très souple et elle s'adapte à plein de situations, notamment la cohabitation, notamment aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, une majorité. Et sur la querelle du 49.3 est absurde parce qu'il y a, d'abord, c'est une technique qui existe dans tous les parlements. Et ensuite, c'est une technique qui consiste très simplement à mettre au pied du mur une ou des oppositions pour dire... Vous voulez censurer le gouvernement, d'accord, mais à ce moment-là, faites la preuve que vous êtes majoritaire et que vous avez une majorité alternative. Cette preuve n'étant pas faite, il y a un vote implicite de ceux qui ne votent pas la censure pour la réforme ou pour ceci ou pour cela. Et beaucoup de nos grandes réformes, je pense à la CSG, je pense à plein d'autres choses, ont été adoptées avec le 49.3. Et l'argument qui consiste à dire on impose une réforme alors que le pays est contre, mais à ce moment-là, il faut arrêter avec la peine de mort, parce que la peine de mort, François Mitterrand l'impose, mais oui, François Mitterrand l'impose à un pays qui n'en veut pas. Ouais. Donc, je veux dire, à ce moment-là, on abdique toute idée de progrès ou toute idée qu'un gouvernement puisse faire des choses. La sanction, c'est qu'on perd la plupart du temps des élections. Les réformes les plus importantes et les plus impopulaires qu'il y a eu dans la période récente ont eu lieu en Allemagne, à l'initiative des sociodémocrates. Que s'est-il passé? Ils ont perdu les élections. Madame Merkel a pu régner pendant un temps assez long et elle a profité de l'effet des réformes qui avaient été imposées par les socialistes. Donc, je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et quant à Mélenchon, moi, je le prends au premier degré. Et je trouve qu'on a beaucoup de complaisance vis-à-vis de lui, parce qu'il n'utilise pas seulement l'histoire de la mauvaise République, il parle d'insurrection, il dit on va montrer au président ce qu'est l'insurrection, et si on était honnête, on constaterait qu'il utilise les mêmes mots pour décrier le système actuel que les ligues
d'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. L'histoire du pays réel et du pays légal, c'est Charles Maurras. C'est Charles Maurras qui fait cette distinction. Et aujourd'hui, les gens la reprennent allègrement en disant il y a le peuple et puis il y a les représentants, il y a le pays légal, il y a le pays réel, etc. C'est absurde. Et Mélenchon, moi je le prends au sérieux, je le prends au premier degré, il rêve de la révolution. Il pense que la situation est révolutionnaire. Il a dédié toute sa vie à ça. Sauf qu'il fait 20%, et s'il allait vraiment sous son propre étendard, il ferait moins que 20% à une élection présidentielle. Donc, je veux dire, il faut qu'il arrête aussi, de même que de dire la violence, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le gouvernement. Mais il n'a qu'à faire ce que font certains députés. Ce qu'ont fait certains députés, c'est se mêler aux policiers et aux gendarmes qui sont là pour obtenir que les manifestants puissent défiler tranquillement, parce que c'est quand même ça leur mission, et ils verraient de quoi ils sont abreuvés, de cailloux, de pavés, de pierres, de cocktails Molotov, de ceci, cela. La première violence, elle est là. Donc, et tout responsable politique, de gauche ou de droite, est obligé de faire avec ça. C'est là qu'est la violence. C'est Macron qui a voyons, déclenché, comme dirait l'autre, cette situation. expression est évidemment impossible aujourd'hui. On ne peut plus dire voyons, mais pas à cause de son auteur. Mais je veux dire, c'est ça. Et la violence, elle est d'abord là. On doit d'abord dire non à cette violence et pas renvoyer la responsabilité à je ne sais qui. Et dire cela, ça n'est pas exonérer la police quand il y a des méfaits, quand il y a des violences policières du tout. Mais simplement, la police, elle est contrôlée et elle est abreuvée de toutes sortes de projectiles, de ceci, de cela, alors qu'ils sont là, encore une fois, pour que le défilé syndical puisse se faire normalement et dans de bonnes conditions. Il faut quand même rappeler ça. Parce alors, Henri et Agnès, je sens qu'elle veut réagir. Agnès, peut-être réagir. On entend tout et n'importe quoi aujourd'hui. Évidemment, la violence, il faut la condamner. Oui, mais il faut la condamner sans mais. Il n'y a pas de mais, je veux dire, et il y a aussi il y a différentes formes de violence. Il y a la violence qu'on voit, il y a les violences policières, il y a la violence sociale, il y a la violence symbolique. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui subissent une inflation démentielle et qui se retrouvent avec 2 ans en moins par rapport à la question de la retraite. Enfin, c'est aussi des formes de violence qui, à un moment donné, sont subies par des populations qui en ont ras-le-bol. Et quand on annonce, par exemple, comme dirait Laurent Berger, ça n'est pas une raison pour être soi-même violent. On est en démocratie, on vote, il y a des syndicats, il y a des gens pour s'opposer, il y a des élections, il y a des moments où on peut voter. Qui vont arriver toute une série d'échéances électorales et on verra bien comment se positionnent les Français. Si c'est le RN qui s'en sort, on aura tous perdu sur ces questions-là. Il faut pas déployer les choses de cette façon-là. Mais sur la violence physique, si on veut revenir juste à la violence physique, il faut voir d'où on part quand même. Macron a commencé son mandat avec la révolte des Gilets jaunes. La révolte des Gilets jaunes, c'est quand même 350 personnes blessées à la tête, c'est 300 éborgnés, c'est 6 mains arrachées, c'est 8500 gardes à vue, dont la moitié était complètement sans suite. Enfin, c'est quand même des violences qui, à un moment donné, sont des violences physiques aussi d'un État qui opprime et empêche toute rébellion ou toute révolte, tout désaccord politique qui s'exprime de manière... parce que ce raisonnement a toujours conduit à une escalade de la violence. Toujours. Et la violence comme cela, c'est le chemin le plus court pour la tyrannie. Parce que les gens en sortent toujours par des mouvements vers des régimes autoritaires. Donc c'est de ça qu'il faut avoir conscience. Il faut juste entendre aussi pourquoi les gens ont ce comportement-là. Mais ça ne justifie pas une quelconque complaisance vis-à-vis de cela. Non, parce que pour revenir à votre question initiale sur mauvaise République, etc., c'est vrai que c'est un terme, en effet, qu'il faut éviter. Moi, je répondissais sur ce que disait Agnès, sur le fait qu'il y a quand même en effet une question qui est assez légitime sur un débat sur les institutions, qui d'ailleurs doit avoir lieu depuis un certain temps. Moi, en effet, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il faille passer une 6e République. Ça, c'est une manie bien française que dès qu'il y a un problème qui ne va pas, allez hop, on fait une loi, on change les institutions, etc. Non, encore une fois, utilisons bien ce qui peut exister. Et c'est vrai que bien l'utiliser, là, j'y reviens, c'est ne pas tordre le bras de manière assez systématique comme là, ça s'est produit, car on ne fera bien sûr, encore une fois... Mais on parlait de Mélenchon, là, plus exactement. Oui, de Mélenchon, mais de tous ces instruments qui sont utilisés les uns concomitamment avec les autres. Et ça, en revanche, c'était assez unique. Et on l'a peut-être pas assez remarqué, mais c'est vrai que ce cumul d'utilisation d'instruments un petit peu pour forcer les choses, là, ça pose quand même question sur, à la fin,
sur, c'est vrai, la légitimité que vous pouvez avoir. Mais je suis d'accord avec ça, parce qu'il y a eu ça peut être réformé. Il y a eu l'article 44 au Sénat, 47 etc. Mais ce qu'on oublie, si nous étions au Parlement les uns et les autres, qu'est-ce qu'on constate? Il y avait une obstruction systématique. Oui, non, mais et le 49.3 et autres, c'était des mesures pour échapper à l'obstruction. Mais il y aurait eu moins d'obstruction s'il n'y avait pas cette limitation dans le temps. Bien sûr, mais ce qu'utilisent tous les gouvernements, partout dans le monde, quand c'était des systèmes démocratiques, bien sûr. Alors, mais juste, donc, ce serait quand même assez légitime qu'on puisse en effet toiletter un peu les choses, apporter de la respiration démocratique. Vous dites qu'il y a toute une série d'échéances devant nous. Ben non, pas tellement. Il y a les européennes et puis après les municipales. Oui, mais on aura quand même une longue section, une longue période les régionales, sans élection. Et bon, et donc ça mérite réflexion. Juste quand même pour revenir donc à ce mot mauvaise République, c'est vrai que moi aussi il me dérange parce que c'est quand même dans le vocable, dans la dialectique de Mélenchon. C'est vrai que c'est son côté un petit peu Chavez, Maduro, etc. C'est sa fascination. C'est quand même et de la même manière quand il était, rappelez-vous, face aux policiers aux juges qui étaient venus inspecter. Voilà, et la République c'est moi. Donc il y a quand même cette espèce d'hubris pseudo ou pré-révolutionnaire, tout ce qu'on voudra. Et ça, il faut quand même y faire assez attention. D'abord, les changements de République, rappelons-le, en France, ils sont quand même passés dans la douleur. La Troisième République, elle a quand même fini dans le sang et les larmes. La Quatrième République, c'était... si on parle de Sixième République, c'est long de réfléchir de manière sereine. C'est dommage parce que dans le personnel politique d'aujourd'hui, il est le meilleur tribun. Oui, ça c'est indéniable. Il a un talent, une culture, une élocution. Il a une connaissance de l'histoire qui est sans égal. Donc c'est dommage parce qu'il nous entraîne là où il ne devrait pas nous entraîner. Véronique Reissoul nous attend pour la politique sur les réseaux. On aurait bien aimé continuer à débattre, mais elle nous attend et nous l'attendons. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Alors là, nous allons passer à un cran là. Là, on va remettre du niveau. On va remettre du niveau. Et je vais, voilà. Tu l'as, vous l'avez là. Je l'ai, mais je ne veux pas la lire. Je vais la laisser lire à un monsieur. C'est mieux. Alors, je crois que Jean-Marie, il est un peu gêné. Je vais essayer avec... c'est le livre, c'est un passage du livre de Bruno Le Maire. Oui, alors j'en ai entendu parler, évidemment. Alors, c'est le passage de son livre, La fugue américaine. La fugue américaine. Alors, je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'américain là-dedans, mais donc ça commence ainsi. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Oh là là, tu viens, Oscar, je suis dilaté comme jamais. Voilà. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi, j'étais en extase. Ah oui, en effet, c'est gratiné. Donc c'est un tout petit extrait. Alors on pourrait se dire franchement quel est le rapport avec les réseaux sociaux. Bien figurez-vous que cette petite phrase, elle a suscité plus de 50 000 messages en quelques jours. Alors dans les 50 000 messages, il y a une bonne partie de ces messages qui étaient très politiques. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé. Alors je ne ferai pas de nuage d'émojis pour une fois. Donc on attendait, mais juste vous sélectionner quelques éléments. Alors le premier élément que je vous ai sélectionné, c'est la réponse que M. Bruno Le Maire a essayé de donner. Alors on ne le voit pas trop, mais en gros, il a expliqué que nous sommes nombreux à nous demander comment, lorsqu'on est ministre, on a le temps d'écrire un livre. Et il a répondu que ça faisait partie de son équilibre et qu'il avait besoin de temps libre et qu'il le faisait sur son temps libre. Évidemment, vous imaginez bien, temps libre, alors que nous sommes en train de parler de la réforme des retraites et que, voilà, la première des réponses a été souvent, Bruno Le Maire revendique le droit à avoir du temps libre, soit exactement ce pourquoi on manifeste tous les jours depuis des mois. Le même gouvernement qui nous harcèle pour bosser toujours plus et qui fusille la gauche, qui milite pour le temps libre. Est-ce un troll ? Voilà, donc il y avait pas mal de réponses, on va dire, politiques, contextuelles. Autre réponse politique contextuelle, donc on a, voilà, M. Bruno Le Maire a réussi à nous démontrer qu'il avait du temps libre et qu'il avait beaucoup de confiance en lui jusqu'à écrire des choses qui sont passées... Voilà, comme une plume malaisante. Autre sujet qu'il y avait plus politique, eh bien, c'est la notation de Fitch, forcément, cette semaine. Donc, c'est pour vous dire que quand on sort quelque chose comme ça et qu'on fait réagir, donc là, on ne voit pas forcément, mais après la lecture du livre de Bruno Le Maire, Fitch a revu son évaluation et ce ne sera pas A-, mais A-. Nous n'avions pas pris en compte que leur ministre des Finances écrivait des romans porno douteux sur ses heures de travail. Ou encore,
Avec la réforme des retraites, l'agence Fitch dégrade la France à AA-. Notre Mozart de la finance a réussi l'incroyable exploit de perdre le beurre et l'argent du beurre, à moins que l'agence Fitch n'ait en fait eu accès au livre de M. Bruno Le Maire. Et là, dans ces cas-là, c'est OK. Donc vous voyez que tout est politique et que quand on sort un ouvrage de ce type-là, eh bien évidemment, le contexte vient jouer. Autre sujet toujours politique, eh bien c'est un ministre et vous savez qu'il y a une petite défiance en ce moment entre les Français et le politique. Et donc ça a renforcé en disant, ben voilà, un jour on apprendra que c'est le livre de Bruno Le Maire que Fitch notait. En tout cas, ça fera sens. D'autres messages un peu moins aimables qui expliquent, ben voilà, on a trouvé l'utilité sociale de M. Le Maire. Et donc voilà, on peut donc écrire des livres et on sait à quoi il sert. Ou enfin des critiques sur le mélange des genres, comme ici, où un internaute s'étonne en disant « Monsieur Bruno Le Maire utilise son compte Twitter de ministre pour faire la promotion du livre écrit par Bruno Le Maire, écrivain. Ça ne dérange personne que le ministre use de son influence au bénéfice de monsieur. » Donc on voit bien que tout est politique et qu'il faut réfléchir à chacun des pas. Et enfin, eh bien, on a l'opposition qui décide donc d'attaquer le ministre Le Maire sur un passage de son livre qu'il a écrit sur son temps libre. C'est la preuve que son bilan économique est extrêmement bon et positif depuis 6 ans. Globalement, toute personne qui prenait la défense de près ou de loin de M. Le Maire, y compris d'ailleurs pas mal d'internautes qui ont salué son talent d'écrivain et qui ont dit que le livre était, au-delà de ce passage, plutôt bien écrit, se sont pris quelques railleries parce que le gros des 50 000 messages, c'était quand même beaucoup de railleries. Alors la principale raillerie était, voilà, alors on a quelques petits rappels de le rigolo, c'est Bruno, voilà, des photos qui avaient traîné, le web a des mémoires, ça tombait pas super bien cette semaine. On a aussi énormément de jeux de mots, mais qui n'étaient pas forcément sur Monsieur Le Maire, mais cette expression a beaucoup plu. Donc vous avez des jeux de mots du genre, voilà, à latte s'il vous plaît, excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'ai dit à latte comme jamais, voilà, puisque la phrase « le jeu » qui a amusé cette semaine les internautes, c'était « je suis dilatée comme jamais ». Et oui, je suis désolée, c'est devenu toute la semaine des blagues, des calembours. Alors, on a des internautes qui ont dit finalement, c'est peut-être ça qu'on retiendra de Bruno Le Maire, ce petit passage « je suis dilatée comme jamais ». Voilà. Et ce hashtag est devenu viral toute la semaine, fort élégant, pas toujours associé à Bruno Le Maire, c'était juste devenu une expression. Et puis après, un petit complot, forcément, on est sur Internet. Alors figurez-vous, je ne veux pas rajouter du trauma au trauma sur dilaté comme jamais, mais le prénom du héros m'interpellait à cause du K, alors que j'ai plus l'habitude en français de voir écrit Oscar, parce qu'il s'appelle Oscar avec un K, mais avec un K, ça fait un anagramme de Sarko. Voilà, bien sûr, donc ça c'est fait. Après, on a aussi des petites blagues autour de... Hein. Vous allez les trouver. Les internautes sont pleins de créativité. On a aussi des internautes, celui-ci est un critique régulier du gouvernement, mais il a écrit quelque chose en rappelant que, attention, le gouvernement annonce la mise en place d'une cellule psychologique accessible depuis un numéro vert pour que tous ceux qui seraient tombés par inadvertance sur les passages, le texte érotique de Bruno Le Maire puissent se remettre. Et puis après, évidemment, je vous ai dit, il y a ce sujet du combo. Je ne vais pas pouvoir vous lire, mais c'est très drôle, je vous invite à aller voir. Il y a quelqu'un qui s'est amusé avec ChatGPT en disant « Et si on demandait à ChatGPT de nous écrire un texte sur la réforme des retraites dans le même style que ce petit passage ?» Alors, je ne peux pas tout vous lire, mais je vous assure, c'est très rigolo. Donc voilà. Et puis après... Non, mais c'est très amusant parce que c'est vraiment la réforme des retraites, mais écrit de façon un peu, voilà... Un peu dilatée. Un peu dilatée, on peut se le dire. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, le reste du monde tourne, mais je vais vous laisser. Oui, je voulais quand même demander à Jean-Marie. Non, mais... Pas sur le... Non, le sexisme dites, de Roselyne est sans limite aujourd'hui. Parce qu'on en parlait avant l'émission, vous dites il peut écrire, c'est pas choquant. Mais non, il a le droit d'écrire, il fait ce qu'il veut, Je veux dire, l'homme privé fait ce qu'il veut. Au nom de quoi on le priverait d'écrire ? Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait comme ministre des Finances, c'est pas ce qu'il fait dans le soir en écrivant, etc. Et si vous ne vous y intéressez pas, n'achetez pas son livre, vous n'êtes pas obligé d'acheter son livre non plus. Donc, mais cette espèce d'anecdote, on est en plein dans l'anecdotisation de la vie publique. Là, on a une nouvelle illustration. Oui, aussi, ouais. Et c'est absurde. Et en même temps, on voit que les politiques sont pourchassés dans les moindres détails, dans le moindre truc, etc. Il y a des précédents historiques de gens qui ont écrit. Dominique de Villepin, Premier ministre, il avait écrit une somme
plusieurs sommes d'ailleurs. Giscard, avec son entreprise. Giscard, Clémenceau et d'autres. Non, mais je veux dire, ça n'intéresse personne, franchement. C'est dérisoire, ça n'intéresse absolument personne. Qu'il écrive ce qu'il veut, ce qui nous intéresse, c'est le ministre des Finances. Et d'ailleurs, comme ministre des Finances, il a eu l'immense bonheur d'être celui du quoi qu'il en coûte. Oui. Depuis quand dans l'histoire des Républiques avez-vous trouvé un ministre des Finances qui soit là préposé à la distribution comme il a pu l'être? Alors d'habitude, les ministres des Finances sont là pour visser et pour... voilà, donc c'est ça qui nous intéresse à nous, c'est pas le fait qu'il ait écrit ceci ou cela. Juste une question, parce qu'on doit rendre l'antenne, ça vous choque ou pas? Oui, non. Il y a une question de timing quand même. Enfin, évidemment, il fait ce qu'il veut de sa vie privée, mais là, quand même, on est dans une période un peu compliquée. Oui, mais quoi? Voilà, on sait très bien on sait comment fonctionnent les médias. On sait qu'il y a aussi, ça fait diversion, comme Marlène Schiappa quand elle va sur Playboy. Évidemment, ça fait diversion. On parle d'autre chose. Et puis voilà, donc. Mais on parle d'autre chose parce que les médias veulent bien en parler. On n'a pas en parlé. Oui, mais on sait comment fonctionnent les médias. Si on en parlait. Non, moi, ça me choque pas. Ça m'étonne. Quand même, 5 livres assez conséquents pendant qu'il est au ministère. Ça m'étonne. Je dis chapeau, on a du mal, nous, journalistes, à faire des livres en même temps. Donc ça, voilà, ça m'étonne. Après, bien sûr, c'est quand même éminemment politique, vous l'avez dit. Donc est-ce que c'est le meilleur sens politique? Non, puis moi, ce qui m'interpelle, c'est décidément le côté, la fascination aussi pour Houellebecq qu'il a. On sait que, voilà, qu'ils sont assez proches. Il est très flatté que Houellebecq l'ait pris comme modèle dans son dernier ouvrage. Donc, enfin, comme modèle, l'un des héros de son dernier livre. Et donc, on voit bien que là, il y a cette inspiration un petit peu Houellebecqienne. Mais je pense, voilà, pour tout dire, que Michel Houellebecq le fait mieux. Oui, c'est vraiment un compliment immodéré là pour le coup. Merci beaucoup, beaucoup Véronique. Merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique. Merci, à bientôt. Vesco, un groupe RFI Talent. Découvrez Sini, le premier single du DJ français, avec en invité la jeune diva malienne Maïmouna Soumbounou.